Days J'ai une later. phrase que je dis souvent, c'est qu'il faut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Heu, Mmh. c'est peut-être ce qui dénature aussi un peu ce code. Il y a beaucoup de gens qui sont plus japonais que les Ouais, japonais ou plus Ah ouais. coréens que les coréens Mmh. et qui sont complètement rigides ouais. et du Ouais. coup, moi, ça m'éveille une question que j'ai envie de vous poser. Heu, est-ce que selon vous, une discipline comme de la boxe, par exemple, peut être un art martial avec des codes et transmettre des valeurs? Moi, totalement. Je suis Ouais. totalement là-dessus. Pour moi, Ouais, totalement. moi je pense que en fait, je pense que la plus grande différence, encore une fois, elle dépend pas de la discipline, mais elle dépend de Enseignant. l'enseignant. Et du Ouais. coup, effectivement, moi je pense qu'il y a très clairement des clubs de boxe où il peut y avoir une grande rigueur, il peut y avoir des valeurs, il peut y avoir plein de choses. Euh, pour faire un parallèle très très grossier, j'ai vu un truc hier euh, à mon travail, du coup, puisque je travaille pour la ville de Strasbourg et j'interviens dans des bâtiments qui appartiennent. Et je suis allé au centre de formation du Racing Club de Strasbourg, en fait, du coup, le club de foot pro. Et c'est centre de formation où il y a les jeunes, déjà adolescents, quoi. Et en fait, dans les vestiaires, j'ai vu un papier où ils ont des sanctions. euh, si ils ont, en fait, ils ont une rigueur à tenir en termes d'horaire, en termes de tenue, en termes de plein de choses, et presque plus que dans un art martial, alors que c'est un club de foot, tu vois. Et ce que ça veut, il y a d'autres clubs d'arts martiaux qui vont être très loisirs. Mmh. Euh, c'est pas un jugement de valeur, ils ont tout à fait le droit. Mais qu'est-ce que en étant très loisir, en mettant ta tenue un peu n'importe comment, si tu sais pas faire ta ceinture et si t'es tout le temps en train de déconner, qu'est-ce qui reste de martial, tu vois? Mmh. Euh, ça fait que des joueurs de foot peuvent avoir un esprit plus martial alors qu'ils font du foot, tu vois? Et Mm. du coup, effectivement, oui, hein, clairement, pour moi, un prof de boxe peut être plus vecteur, tu vois, de valeur martiale qu'un prof d'arts martiaux, selon comment il enseigne, mais ça veut pas dire qu'il faut être rigide, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut pas dire qu'il faut être trop traditionnaliste ou comme tu dis plus japonais que les japonais. C'est vrai. Après, ça crée des. Enfin, il y a beaucoup d'arts martiaux qui se créent de nos jours, je trouve. Énormément d'écoles qui se créent, qui se créent, qui se créent. Mhm. Plein de styles, plein de Mhm. styles, plein de styles, plein de styles. Par exemple, tu sais, je me disais, ouais, le mec qui fait de la boxe avec des codes, des valeurs d'enseignement, d'éducation, etc., bah, il a qu'à appeler ça boxe martiale. Et puis, ça va refaire un autre art martial encore, tu vois, ça va refaire un autre truc. Euh, c'est qu'un outil, les arts martiaux, et je trouve, enfin, voilà, créer des styles, c'est juste pour marquer une différence. Après, créer des écoles, c'est normal. Et il ne faut pas confondre, je pense, le terme Mmh. Je suis école d'accord. et style. Mmh. Mhm. L'école, c'est ton école. Par exemple, moi, t'as plus de batterie, Ben. Ah, bah, je vais changer. Vous pouvez continuer à parler. Tu nous entends de toute façon. Attends. Ouais, je vous entends. Et vous m'entendez aussi normalement. Ouais. Ouais. Je disais, ouais, enfin, les écoles, ça dépend de la personne. Il y a l'école de Marvin, il y a l'école de Franck, voilà. C'est ce Ouais, qu'on ouais, tout à ce qu'on fait. appelle, ce qu'on appelle les Kwan en Corée. Ouais, exact. On appelle le Ryu, je pense. Oui, Ouais, c'est c'est. ça. Voilà. Donc ça, c'est des écoles, ça dépend des personnes. Et il est normal qu'au bout d'un moment, bah, les écoles meurent avec les personnes, quoi. Mmh. Puisqu'après, en fait, tu vas te transférer, tu vas faire d'autres écoles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Corée, on a bien le principe de dire que c'est aussi le principe japonais, un maître, un dojo, tu vois. Je Mmh. sais pas si ça existe bien. C'est un enseignant d'aïkido qui m'avait dit ça une fois. Ouais. Et de dire, bah voilà, une fois que le maître est mort, bah, le dojo n'existe plus, puis c'est son un de ses élèves qui va créer son école. Mmh. Mais je pense que c'est important aussi de voir ça comme ça, parce qu'on nous parle de tradition en tant que quelque chose de vieux. Oui. La tradition, c'est l'évolution. C'est bullshit aussi, tu vois. Donc le mot tradition, ça veut dire quoi au final? Quel est selon vous le mot, la signification de la tradition? Ouais, c'est vrai. Bah, la tradition, c'est ce qui a su évoluer et s'adapter de toute façon. Ce qui n'a pas su évoluer, il ne fait pas partie de la tradition parce qu'on n'en entend plus parler. Mm. Donc concrètement, la tradition, c'est l'évolution. Et puis la tradition, c'est avoir une règle, c'est un ensemble de rites, mais qui a une signification. Et Salut Ben. il y a beaucoup de traditions. Re- Il y a beaucoup de traditions qui n'ont plus de signification de nos jours, quoi, qui ne servent plus à rien. Nous, on a une Mhm. tradition dans le club, c'est qu'au début de l'année, on fait une cérémonie de remise de matériel pour accueillir les nouveaux dans leur nouveau matériel, avec leur tenue, etc. Mais en fait, cette tradition, elle vient juste du fait qu'on commande en octobre, on a les tenues en novembre, donc on remet le truc en novembre, quoi. Ouais, ben, c'est la même Juste le chose. temps que ça vienne, en fait. Mais du coup, c'est devenu une Mhm. tradition, ça permet de faire un accueil. On a remarqué que ça permettait de faire un accueil comme un baptême, en fait, quelque chose. Mhm.
pour dire vous rentrez maintenant dans la famille, vous êtes accueillis par les anciens qui vous aident à vous habiller, à savoir comment mettre cette tenue bizarre Mmh. avec ce pantalon énorme. Et enfin, et du coup, il y a ce temps d'intégration qui est hyper important, mais on l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu ce retard de livraison, enfin, tu sais, ce décalage de livraison. Et du coup, ça a apporté une tradition. Maintenant, pour nous, c'est une tradition. Ouais. Parce qu'elle a un sens, parce qu'elle a une histoire, et parce qu'on peut la mettre en raccord avec quelque chose qu'on vit encore maintenant. Mhm. Moi, c'est comme ça que je vois les traditions. C'est-à-dire que Mhm. c'est pas une règle. Tu vois, après, et des fois, je suis obligé de démystifier parce qu'il y a certains élèves qui disent mais t'inquiète pas. Tu sais, enfin, des élèves qui demandent oui, c'est quand ça que j'aurai ma tenue, tout ça. Et t'as des anciens qui disent mais t'inquiète pas, t'auras une remise, machin. En mode ta gueule, il y a une tradition, quoi. Ouais, ok. Et tu sais, je suis là, et, du coup, je suis obligé de moi de venir et leur dire tu parles autrement, tu te calmes, et puis lui, il sait pas qu'il y a une tradition, et il est nouveau, donc il faut l'intégrer, il faut rester vachement ouvert, Ouais. être très explicatif et pédagogue avec ça, expliquer pourquoi on le fait. Parce que le problème de la tradition, c'est quand on n'explique plus pourquoi on l'a fait, bah, les gens ils la font comme des cons. Oui. Enfin, vous connaissez cette expérience de la sonnette et des gens qui se lèvent dans la Oui. salle d'attente. Ouais. C'est dans une Non, salle moi, d'attente. C'est dans une salle d'attente où il y a des comédiens et des gens qui attendent pour de vrai. Et à chaque fois qu'il y a un son, là, ils mettent une sonnerie en place, les comédiens se lèvent. Oui. Après, ils se rassiedent. Et au fur et à mesure, au début, les mecs ils se demandent pourquoi ils font ça, et puis finalement, ils finissent par le faire. Ils savent pas pourquoi. Et au bout d'un moment, les comédiens partent, et d'autres personnes arrivent qui ne savent pas. Ah, et puis, ok, Et au bout ça, d'un en moment, il n'y fait, a plus de comédiens. Il n'y a que des gens ouais. normaux. Et les gens ils répètent un Ils le truc sans font. savoir pourquoi. Mhm. Comme l'expérience avec les singes et les bananes aussi, c'est la même chose. Quand Mhm. au début, les singes, quand ils prennent la banane, ils se font arroser. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, les autres singes, dès qu'il y a un singe qui veut prendre une banane, et ben, ils défoncent l'autre singe parce qu'ils ne veulent pas se faire arroser. Mhm. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ils retirent les singes. Et au bout d'un moment, il y a pas de singe qui s'est fait arroser jamais. Mhm. Mais comme ils ont continué à faire ce truc de bastonner le singe qui voulait Qui veut prendre les prendre une bananes, banane. et ben ils le font. Voilà, c'est devenu une tradition stupide qui n'a plus rien à Ouais, voir. ouais, je vois, je vois. Donc et en plus, tout le monde peut se laisser prendre à cette tradition, puisque c'est tellement prenant dans l'expérience avec la sonnerie où ils se lèvent, les gens. On voit à un moment donné que même les rebelles, si les gens normaux mettent 5 fois, 5 sonneries pour se lever, les rebelles mettent 20 Ouais. fois mettent 20 sonneries pour se lever. Mais à la fin, Mais ils le font quand même. ils le font quand même. Ok, Voilà, même les rebelles. Donc la norme atteint tout le monde au bout d'un moment. Parce que c'est intéressant. tu as une fatigue Mais mentale qui s'installe et tu te soumets, quoi. après, moi, personnellement, dans ce que tu dis, j'ai fait un lien avec le taekwondo, avec ma pratique, et justement, puisque il y a beaucoup, on en parlait, il me semble, la dernière fois, de personnes, tu sais, qui revendiquent justement pratiquer du traditionnel, justement, c'est un mot qui est devenu presque dangereux à utiliser, puisque ça veut tout dire, rien Oui, ça veut dire, et tout puis savoir. ça peut te faire passer pour un antifédéral, pour quelqu'un qui aime pas la compétition, pour plein de choses. Et c'est vrai que, en fait, dans ce que tu me dis, bah, je vois très bien une chose, c'est les personnes qui pratiquent les pumse, donc les katas du taekwondo, quoi, Gomme Bob. euh, qui disent être traditionnels et qui en fait les répètent, mais qui ne connaissent pas les applications, les significations, etc. Et du coup, en fait, bah, ils répètent une forme, ils connaissent pas le fond, et au final, comment dire, on prend la chose à l'envers, quoi. Mm. À la base, les formes, c'est plutôt pour transmettre des techniques, et puis c'est des situations qu'on a codifiées pour pouvoir travailler tout seul. C'est pas un travail qu'on fait tout seul, juste pour travailler tout seul, et puis qu'on n'applique pas, ou alors en taekwondo, c'est un gros problème, je trouve. Quand les personnes proposent des applications, ce sont des applications qui n'ont aucune cohérence, quoi. Enfin voilà, ça m'a fait penser à ça. Ouais, moi, ce que je dis à mes élèves sur les gomme Bob, donc toutes les formes, les katas, les pumse, Mhm. c'est que ce sont des mouvements parfaits. Oui. Ce sont des mouvements parfaits. C'est-à-dire que au plus du mieux que tu veux faire dans ta forme, ce sera ça. Ouais. Après, l'application, du coup, bah, pour trouver une application, il faut décomposer le truc du mouvement le plus dégueulasse au mouvement le plus parfait. C'est-à-dire que je pars du principe que qui peut le plus peut le moins.
Donc, et j'enseigne dans cette veine-là en disant voilà, ça c'est inspiré de tel truc, de telle forme, etc. Et oui, ça n'a rien à voir. Et si, regarde bien en fait, simplement. Mhm. Enfin, c'est juste on va simplifier, on va raccourcir, on va tronquer. Parce que dans un vrai combat, en fait, tu n'auras jamais la forme parfaite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent par exemple ah mais c'est inapplicable. On ne peut pas appliquer ce mouvement-là. Par exemple, quand tu vois Oeson Tenmaki là Ouais, c'est pas le genre. double blocage, non, n'importe quoi. Enfin, Ouais. il y en a qui voient des projections, il y en a qui Mais, voient plein de trucs. mais par exemple, ça, c'est une incohérence. En réalité, c'est pas un double blocage, c'est un dégagement. Et la position, enfin bref, c'est un long débat. Ouais, Mais t'as même des maîtres qui vont trouver autre chose et qui vont te dire autre chose. Après, je pense que c'est des exercices de travail aussi. Ça permet aussi, voilà. voilà. Enfin, moi, ce que me dit Maître Han, d'ailleurs, qui est mon référent, qui est responsable de l'Europe, Donc, ouais. il me dit tant que c'est... Il me dit, peu importe ce que vous imaginez, tant que c'est justifié, que c'est réaliste, bah, ça passe. C'est-à-dire Ouais, je suis d'accord. peu importe. Et il me disait, bah, nous, à un moment donné, on a un deuxième gum bob, donc c'est la deuxième forme, qui est déjà compliquée pour les débutants. Elle arrive à peu près à la fin de la deuxième année, la première année. Le deuxième gum bob. Et il y a un saut avec le sabre, on saute, on tourne et machin, etc. Et il me disait, Maître Ron, qu'il y en avait qui imaginaient que... Il me disait, bah, vas-y, explique-moi ce que c'est, que ce saut-là. Et les mecs lui disaient, bah, là, je prends mon élan et je saute par-dessus le gars, et j'arrive derrière lui et je lui coupe la tête. Ouais. Et, Tu sautes au-dessus du mec. tu sautes bien quand même. Hein. Ouais. Voilà, enfin, t'as des trucs comme ça, des fois. Sauf si c'est un nain. Sauf si Sauf si c'est c'est un un nain, nain. Ou un enfant. si c'est un nain, t'as déjà mis accroupi. Si c'est un nain qui s'est mis accroupi, comme ça, tu te dis. Voilà, ouais. Et bon, Ou s'il alors a un un mec qui est sabre, couché. s'il a un sabre et qu'il au moment où tu passes, il fait. Oui, c'est vrai. Je suis pas certain. Mais oui, c'est vrai que après, voilà. Et après, par contre, on voit que dans le taekwondo, par exemple, c'est ouf comme c'est pas en relation, quoi. Mais oui, exactement. Et bon, après, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, mais moi personnellement, c'est vers ça que je me tourne, quoi. Mais tout le souci, c'est dans l'histoire même du taekwondo, c'est Oui. l'olympisme, c'est plein, c'est une très longue histoire, quoi. On voit aussi, pareil, par rapport au karaté comité, enfin, les katas, enfin. Ouais. En fait, ils ont fait la chose à l'envers en taekwondo. Ils ont créé les pumse après Oui, que le taekwondo soit créé et ils ont ordonné à des experts, et pas forcément des maîtres, à des experts, de créer des formes il faut dans une un forme laps de temps donné. il faut une forme consensuelle en plus pour Voilà. intégrer un Et peu du tout le monde, coup, pas perdre une bah, personne. c'est pour ça que parfois il y a des incohérences, parce qu'en fait, ils ont créé des formes sans se baser sur des applications. Ils ont juste créé des formes. C'est Point. un peu comme Et les setegai du Aido. Alors, justement, c'est une question que je me posais. C'est-à-dire que le but du taekwondo, tel qu'il a été posé au début, est-ce que c'est comme pour le karaté et le judo, c'était quand même quelque chose qui était fait pour être éducatif, vraiment, qui avait le rôle éducatif? non. Non, pas vraiment. Le taekwondo, en fait, c'est la vraie histoire, elle est assez violente et à moins que je me trompe, mais de ce que moi j'ai lu, en tout cas pour l'instant, et entendu, c'est simplement le gouvernement coréen qui a ordonné la création d'un art martial à l'identité coréenne pour faire, en fait, après les guerres, après l'invasion japonaise, ils voulaient quelque chose qui pouvait promouvoir l'identité coréenne à travers le monde. Et ils avaient direct l'idée des Jeux Olympiques. Ils avaient C'est ce qui fait que le taekwondo, il a beaucoup bougé. C'est ce qui fait que, à la base, nos deux box, c'était des vestes comme en karaté, tu vois. Maintenant, c'est des machins en col V, c'est des chasubles parce qu'en fait, juste parce que ça va mieux avec notre plastron, ça s'adapte mieux, ça embête moins. Il y a pas de. J'ai lu dans un bouquin une fois, il dit qu'il y a des significations machin. Non, la vraie histoire, c'est que c'est plus simple avec un plastron. Et en fait, il y a des personnes le gouvernement coréen a voulu il y avait des kwan à l'époque, des écoles d'arts martiaux, du coup, Tang Soo Do, de Subakdo et différents arts martiaux. Et il a ordonné à ces gens, en fait, de se mettre ensemble à travailler sur une discipline. Il y a des gens qui ont refusé, il y a des gens qui ont été emprisonnés à cause de ça. C'est pour ça qu'aux États-Unis, tu as beaucoup de Tang Soo Do. Ouais, il y a beaucoup de Tang Soo Do aux États-Unis, ouais. Tang Soo Do parce qu'ils ont pu immigrer avant que ce soit taekwondo pur, Ouais. quoi. Voilà. Et Tang Soo Do, c'est du karaté, hein, c'est du karaté coréen, quoi.
D'accord. Et du coup, non, c'était pas quelque chose. En fait, le taekwondo, c'est pas un art martial comme les autres, dans le sens où il n'y a pas un fondateur qui a eu une idée et, Mm. et on part de là, on part d'une idée, on part d'un principe. Pas du tout. C'est C'est un une machin demande. qui. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu beaucoup de réunions d'école hein, pour faire des arts martiaux. Il y a eu beaucoup de réunions d'école. Hein. Ouais. Ça a été créé de toutes pièces. C'est un truc en Lego, quoi, le taekwondo. J'aime bien l'image. Non, c'est une question que je me posais parce que par rapport à ce que vous disiez, euh, pour moi, les katas, du moins japonais, parce que je connais assez peu finalement le taekwondo, donc si je dis des Mhm. bêtises, c'est pour ça que je voulais être sûr de ne pas faire de mauvais parallèles. Mais en tout cas, pour moi, les katas ont pour but de vraiment former ce que vous disiez, c'est-à-dire des principes. Et après, on les applique comme on peut. Tout à fait. Donc, ils vont former une musculature, on va apprendre le mouvement parfait, et Mhm. on sait que c'est des choses qui ne seront pas atteignables ou Une difficilement capacité, atteignables en combat. une Ouais, Euh, bien capacité à sûr. le Bah, faire. ça, c'est Et qui clair, peut le hein. plus, peut le moins. Donc, censé faire très bien ça, on peut. Après, il y a un schéma de pensée qui doit aller avec. Ouais, On ouais. s'enseigne en parallèle. Après, après, pour moi, c'est évident que les, les applications, c'est pas la première chose à rechercher. Je dis juste que c'est dommage de ne pas en avoir. Mais c'est vrai que le plus gros du travail que peuvent apporter les formes de manière globale, pour moi, c'est que déjà, c'est une forme de méditation active, puisque quand on fait ça, normalement, on pense pas à autre chose et on est vraiment concentré sur nous, sur notre corps. On doit essayer Oui, c'est vrai. d'être très très concentré et de ressentir son corps. Ça veut dire que quand on regarde tout droit et qu'on nous dit tourne ton pied droit, on n'a pas besoin de regarder son pied pour tourner le pied, tu vois. Et c'est ce genre de choses, hein, c'est bête, mais il y en a Non, qui, c'est pas il y bête. en a- non mais il y en a, tu leur dis je le sais, hein, quand je les corrige, quand ils font un poumsé, tends ta jambe. Ils vont regarder leur jambe avant, tu vois. Mais ils n'ont pas besoin de regarder la jambe pour savoir qu'elle est pliée. Tu le, tu Moi, le je leur dis ressens. attention, je montre 2 doigts sans regarder. Ouais. Pas d'accent majeur. Je leur dis, Et en c'est fait, du coup, pour moi, les formes, ça sert à prendre conscience de son corps et puis à apprendre disons, c'est une sorte de méthode pour chercher à maîtriser son corps. C'est-à-dire qu'on va pas chercher de l'efficacité ou quoi, on va chercher à maîtriser son corps sur différents aspects. La proprioception, la vitesse, la précision, tout ça, c'est évident qu'on va pas du tout utiliser ça dans des situations de combat réel. Euh, Moi, c'est pas comme ça que je l'entends, en tout cas. C'est pas comme ça que je le conçois. Il y a des positions même, il y a des positions sur lesquelles tu peux te dire, tiens, il y a un principe qui est intéressant, mais tu vas pas utiliser cette position en combat. Tu vas jamais voir un boxeur utiliser ce genre de position ou ce genre de blocage ou machin. Et puis, pour moi, voilà, c'est une forme de travail personnel, c'est-à-dire que ça permet en soi, tu peux te faire une séance d'entraînement en répétant juste des formes, parce que ça va travailler la trajectoire, la latéralisation, puisque tu utilises tout le temps tes deux membres, de travailler le mouvement des hanches, de travailler le relâchement, de travailler le fait de contracter et relâcher, de travailler plein de choses, la respiration, la méditation active, voilà, c'est infini, c'est super intéressant. Et pour moi, en plus de tout ça, je pense que c'est quand même important de réfléchir à des applications. Pourquoi? Parce que ça peut te permettre de mettre en lien, là je parle vraiment de ce que je connais donc en taekwondo, hein, les pumsé, où on va vraiment en fait réciter une chorégraphie de forme, de mettre en lien notre forme avec les autres éléments qu'il y a dans le taekwondo. C'est-à-dire qu'on a un pas combat, on a des saisies du travail de Oshinsul, je crois que c'est Goshin en japonais, ou self-défense, quoi, Oui, grosso d'accord. modo, hein, entre guillemets. Voilà. Et en fait, en taekwondo, malheureusement, très souvent, ce lien entre la forme et tous les autres ateliers, le lien n'existe pas. Voilà. Et en fait, moi, j'essaie de faire un lien entre tout ça parce qu'en fait, les techniques qu'on va voir en Pumse, on peut tout à fait les utiliser dans ces autres modules. Pour moi, on peut plus les utiliser d'ailleurs dans des formats de self-défense qu'en combat. Parce que parer un coup de poing avec un blocage haut comme ça, j'ai jamais vu un. Mets des gants et fais-le, c'est pas possible, tu vois. Tu te mets beaucoup trop à nu. Et, euh, et voilà, je pense que quand tu as appris certaines applications et quand tu sais comment tu peux appliquer, ça va te permettre aussi de mettre plus de vie dans ta forme quand tu vas la faire, quand tu vas l'appliquer, quand tu vas la faire devant un jury par exemple.
moi personnellement, je vais réussir à avoir une sorte de visualisation de quand je fais ça, j'arrive à me dire là je dégage, là je frappe, tu vois, là Mm. je fais ci, je fais ça, machin. Et ça, je pense que ça permet de donner plus de profondeur, plus de vie au Pumse, quoi. Et voilà, en fait, tout doit se nourrir. Chaque Mm. atelier doit nourrir un autre atelier. Il faut pas, en taekwondo, on a un problème, c'est que on nourrit les choses séparément, quoi, Mm. indépendamment les unes des autres. Et par exemple, le problème qu'il y a majeur en taekwondo sur la partie Ushinsul, donc self-défense, c'est que toutes les personnes, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, toutes les personnes qui, en passage de grade chez nous, s'est demandé, au Shinsul, ça va être des dégagements de saisie pour le premier dan, hein. C'est que Mm. des saisies de poignet, par exemple. Saisie simple, saisie croisée, double saisie de deux bras, etc. Bah, tous les gens vont faire des stages de Hapkido. Donc en fait, ils vont pas faire des techniques de taekwondo. Ils vont faire des stages de Hapkido pour faire des clés de bras. Et ils vont faire, en général, ils vont faire tout le temps la même clé de bras. Ils vont faire Kalnoki. Ils vont faire tout le temps la même clé de bras, sans se rendre compte qu'ils appliquent tout le temps la même technique. Et en taekwondo, je me dis, quand ils passent leur ceinture noire, ils connaissent 8 pumse. Donc un nombre de techniques incroyable. Et dans toutes ces techniques, la majorité, c'est des dégagements, tu vois, de saisie. Et du coup, c'est dommage, ils n'utilisent pas ce répertoire, parce que c'est un répertoire, tu vois, mais ils savent pas que c'est un répertoire de techniques qui est applicable contre des saisies et des choses simples. Et en fait, plutôt que d'utiliser du taekwondo pour répondre à cet atelier, ils vont en fait faire des stages d'autres arts martiaux pour montrer d'autres techniques issues d'autres arts martiaux. Je veux dire, nous, bien sûr, quand taekwondo, au bout d'un moment, on va voir des clés articulaires ou quoi, mais c'est pas du tout notre base principale, quoi. Et Il y a énormément de pratiques qui sont pas enseignées dans le taekwondo, enfin de principes qui sont pas enseignés dans le taekwondo de manière ouais, générale. Le principe ouais, du descend du centre, etc. ouais, Surtout par exemple les bakak maki, là, tout ce qui est. ouais. En fait, tu as des gros Le dégagements, tu relâchement. montes l'épaule comme ça, si tu poses, en fait, sur des saisies, tu as des grosses sorties. Et Ouais, comme on voit pas tous ces principes de hanche-là, ces principes ouais. d'énergie, enfin, de puissance Et de vie, en de fait, clé, de déplacement, des sautes. voilà. Et ça, c'est un problème C'est des clés, hein. qui, Tu files, ouais. non, mais Enfin, en fait, tu leur donnes juste ce principe-là, tu travailles, tu leur dis maintenant appliquez-le à vos pumse, gum exact. et Mais ils en vont le fait, faire. pour moi, une technique, elle va avoir un nom et on va dire c'est blocage haut, machin. Mais en fait, pour moi, non, en fait, une technique, c'est une trajectoire. Une Mm. technique, c'est un chemin. Et en fait, de cette trajectoire, tu peux faire différentes choses. Mais Et c'est dommage que ce soit pas transmis dans le taekwondo. Enfin, moi, je vois, et dans tous les stages que j'ai pu faire, dans toute ma pratique du tech, il existe de rares personnes qui le font, mais c'est ouais, très mais rare. c'est trop rare, c'est beaucoup trop rare. C'est trop rare. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire avec la série de vidéos Je me qui souviens à me. l'époque, même, on me disait, parce que je faisais taekwondo hapkido en même temps, parce que Ouais. dans la ceinture noire, on m'a dit, fais pas trop d'hapki. Mm. C'est-à-dire que pars pas trop loin. Et ce qui Mm. est vrai, en fait, si on commence à faire des clés enchaînées, etc., En passage de grade ceinture noire, faut c'est être dans les rails et ouais. faut pas prendre le risque de ne pas être compris. Parce que le souci, c'est pas de faire quelque chose qui va pas être bien ou quoi. Le souci, c'est de tomber sur des personnes, membres du jury, qui comprennent simplement pas ce que tu fais Ouais, parce qu'ils ouais. n'ont pas cette culture-là. Même s'ils le ressentent, ils peuvent bloquer parce que eux savent pas faire aussi. Euh, Tout Je à fait, pense ça. qu'il y a un autre risque, par contre, alors ça dépend du niveau de chacun aussi, mais quand on est plutôt débutant ou moyennement avancé, c'est-à-dire jusqu'à la ceinture noire, pour moi, aller voir ailleurs, ça comporte un risque qui est de détruire la méthode qu'on est en train d'apprendre. Ah oui, C'est un mais risque. bien sûr. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour moi, une école, c'est une méthode avant tout. Les Ouais, ouais. principes, c'est les mêmes. Après, il y en a qui mettent l'accent sur l'un, sur l'autre, etc. Mais que ce soit en taekwondo, en boxe ou en kali eskrima, c'est la même chose. On travaille les mêmes principes, les mêmes, tu disais, les directions. Enfin, le corps humain est fait de la même façon. Ouais. Et c'est très enrichissant d'aller voir autre chose. Je suis le premier à aimer aller dans des stages, etc. Mais quand je vais quelque part, je sais pourquoi j'y vais aujourd'hui. Quand j'ai commencé à aller voir ailleurs, c'est mon enseignant qui m'a dit, voilà, écoute, il faudrait que tu ailles chercher telle chose, va pratiquer avec telle personne. Et il m'a envoyé, voilà, pratiquer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, pour que je puisse améliorer ces points-là. Mais je pense que si j'avais été, parce que j'ai fait des combats avec des amis, des essais, enfin des entraînements, je dis des combats, c'est les entraînements qu'on faisait, etc., de diverses écoles. Mais si j'avais été de façon assidue, par exemple, à des cours de karaté en même temps que je faisais mon jujitsu, je n'aurais pas réussi à apprendre la méthode correctement, je pense, aujourd'hui, avec du recul.
Et c'était peut-être ce qu'ils ont voulu te dire, Franck. Je sais pas, j'y étais pas. Mais voilà, je voulais juste te faire ce Ouais, petit non, parallèle. c'était en préparation. En fait, c'est en préparation. On disait, fais pas trop upkeep parce que après, ils te disent en passage de grade. Oui, Donc, d'accord. les Bon. mecs, ils m'ont jamais dit ça. En plus, j'ai passé avec Michel Caron, qui est quelqu'un de très. Ah oui. J'ai eu l'honneur de passer Mais qu'on salue, je sais devant Michel Caron. qu'il regardera parce qu'il nous suit beaucoup sur les réseaux Michel, sociaux. Donc on salue. super Ah personne que j'avais retrouvé après sur le Hedon Gomdo quand il en pratiquait, ouais. qui est parti pour à peu près les mêmes raisons que moi, mais C'est pas monsieur tout le monde, hein, Michel Caron. et c'est vraiment une super personne, vraiment. Ouais. Et voilà. Et du coup, ouais, moi, on m'avait dit avant, fais attention, pas trop faire de clés un peu trop machin, etc. Après, moi, il m'a jamais rien dit, hein, Michel. Puis à l'époque, en plus, on Non. se connaissait pas. Moi, j'étais tout, ah, c'est Michel Caron, je l'avais vu dans des vidéos et tout. Enfin, Oui, et puis, j'étais en mode geek. il vient de chez Maître Lee, donc Mm. Apkido aussi. Ouais, Voilà. ouais. On fera une vidéo là-dessus. On fera une vidéo. Et enfin bref. Et du coup, ouais. Et par contre, sur ce qui est de la déconstruction ou pas, ouais, mais à ce compte-là, pour moi, je vois pas ça comme. Si à un moment donné, on est vraiment trop attiré par quelque chose, il faut y aller. Mm. Bah, tu vois, tu vas me dire oui, ok, mais tu vois, à un moment donné, c'est aussi un indicateur. C'est-à-dire que si on commence à ne plus trop travailler ou travailler autre chose que ce que tu travailles dans ta méthode, dans ton école, bah, soit tu crées une école, Mm. ce qui est possible, il faut avoir un peu d'expérience, des références, soit soit simplement bah, change. Enfin, il faut pas Ouais. changer. Moi, je connais beaucoup de gens. Par exemple, moi, j'ai pas mal de gens de l'aïkido qui sont venus me voir et qui ont vu que c'était tellement un grand changement ils ont dit oulala, non. Enfin, mince, euh, ça voudrait dire que je me suis trompé, tu vois. Et c'est Mm. pas la majeure partie, hein. J'ai des gens de l'aïkido qui sont venus, qui sont maintenant élèves et qui font. Parce qu'on a vraiment des principes de travail différents, notamment sur la position des jambes, Mm. parce qu'on fait que du sabre, parce qu'on attaque, parce que toutes ces choses-là. Mais ça, on pourra en reparler plus tard aussi. Et t'en as qui sont en mode, oh, putain, ouais, non, c'est trop différent. Alors hop, du coup. Mais après, qu'est-ce qui est du fait de dire ok, c'est trop différent, donc ça me plaît pas, et ok, c'est trop différent, donc ça voudrait dire que je me suis trompé, donc ça va pas. C'est pas, mais je pense que ces personnes qui sont venues étaient quand même relativement avancées, ou alors peut-être Oui, qu'elles oui, avaient lâché aussi. Mais je parlais pour quelqu'un qui prépare une ceinture noire, le risque était de. oui. Oui, Mais après, bien sûr, il j'encourage. faut pas non plus, ouais, il faut surtout pas non plus sur un examen, je sais Oui, pas, quand tu fais du kung-fu, commencer à vouloir faire la capoeira, enfin, oui, oui, Ouais, bien sûr. dans le se truc, disperser, c'est. Ouais, c'est sûr. Ouais. voilà, Ça c'était. dépend, ouais. Après, c'est effectivement. Je pense que passer un certain grade, il y a des personnes qui arrivent à dissocier, à faire les deux, et c'est pas facile. Après, ça dépend. Je pense que si Moi, je tu. pratiquais longtemps, moi j'ai commencé en même temps, mais taekwondo et hapkido en même temps, sur deux Ouais. lignes différentes. Ça, C'est c'est vraiment très, très très, différent. très. Ouais, c'est très courant, ouais. Mais pour moi, c'est très différent parce que le style de Ouais. hapkido qu'on pratiquait ressemble beaucoup à l'aïkido. Mhm. Et le taekwondo qui était voilà, et donc c'était percussion surtout, Mhm. surtout coup technique de jambes, etc. Et Mhm. c'était assez différent. Et après, il me s'ajoutait le Hedon Gomdo qui était tellement différent. Par contre, le Hedon Gomdo, moi, a nourri toute ma pratique martiale. Mhm. Toutes les positions que j'ai trouvées en Hedon Gomdo, parce qu'on a des positions très spécifiques sur les jambes rentrées, les pieds rentrés, les genoux rentrés, etc. Parce que le principe de base, c'est de rentrer les appuis. Donc en fait, croiser les appuis pour trouver une stabilité au niveau du point du sabre. C'est-à-dire qu'en fait, on a le sabre, on a la garde, et il faut que la stabilité elle soit au niveau de cette garde-là, pour qu'on soit constamment sur l'attaque. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre en ouvrant. Par exemple, le Tutumsugi ou le Kibadachi, je crois. Mm. Bah, Bah, nous, on va rentrer les pieds, en fait, oui, pour qu'on soit sur l'avant et pour qu'on puisse avoir une plus grande amplitude avec le sabre sans pour autant être déséquilibré. d'accord. Et ça va se retrouver aussi sur toutes nos positions, même en marchant, etc. On va toujours être les hanches croisées vers l'intérieur. C'est intéressant parce que Et oui, au ça début, change. très étrange, très 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 étrange. Venant du taekwondo, je me dis mais c'est quoi ce truc-là? Kido, c'est pareil. Et puis en fait, pratiquer ces positions, pratiquer. Pour moi, personnellement, en tout cas, ça a révolutionné complètement ma façon de faire des clés, des projections, des saisies. Et puis de voir aussi toute la technique du taekwondo, ça m'a remis sur des trucs, sur tout ce qui est blocage, comment rentrer plus fort, comment être plus puissant et plus relâché. C'est des Mm. trucs que j'aurais sûrement pu acquérir en pratiquant plus le taekwondo de manière plus profonde, etc. Mais je les ai vraiment eu moi avec le Nangando. Mm. La problématique d'avoir une arme et de devoir vraiment créer de la puissance avec un sabre, avec une lame, pour pouvoir Mhm. vraiment couper les gens en deux, quoi, et repartir tout de suite derrière pour recouper de nouveau.
ça a vraiment donné la modification de l'utilisation du corps qui permet, et qui permet du coup d'être beaucoup plus puissant. Et du coup, ça a nourri ma pratique d'autres arts martiaux. Je faisais moins, mais je faisais plus fort. Enfin, tu vois, je faisais moins de coups de pied, moins de fioritures, mais tout était plus efficace. Tout était plus percutant. Ce que tu viens de dire, tu vois, c'est, je fais un retour sur le début de ce qu'on disait au début, justement, le côté qui aurait pu être gourou ou pas. Tu aurais été dans la gouroutisation, il y en a qui le sont et qui te diraient tu as plus d'énergie parce que tu es épilé à l'intérieur, point. Oui. Et là, tu as vraiment vulgarisé dans le sens où tu as, enfin, je sais pas si tu as la même impression, Ben, mais on est vraiment dans cette explication, vulgarisation, simplification au maximum et ce désir d'être compris par la masse, par n'importe Oui, qui oui, je pourrait vois ce que venir. tu veux dire, ouais, tout à Et fait. je pense que c'est vraiment ce travail-là qu'on doit faire, nous, au quotidien, finalement, c'est être compris sans pour autant se dénaturer. Et justement, ça me fait penser à une question. Est-ce que dans vos cours, vous mettez, alors ce qu'en japonais, ils appellent le kougi, le cours, ou des moments où vous discutez avec les élèves, mais de façon formelle à ce niveau-là, où vous allez leur apprendre, soit ça peut être sur l'histoire de la discipline, soit sur pourquoi on apprend comme ça, sur des choses comme ça. Ouais, c'est pas un cours de sport. Moi. Constamment, il y a de l'échange. Et souvent, c'est beaucoup moi qui parle, en fait. Mhm. Parce que je vois qu'il y a une difficulté. Moi, il m'arrive d'arrêter le cours. Je vois qu'il y a une difficulté. J'arrête le cours. Ouais. J'essaye. Et puis, on part sur le truc, soit au niveau du positionnement, au niveau de la technique, pour qu'ils comprennent vraiment l'état d'esprit du truc, d'où ça vient, effectivement. Enfin, ça peut être de l'histoire, comme ça peut être de l'échange technique sur l'esprit. Après, moi, souvent, je dis bon esprit, bonne technique, mauvais esprit, mauvaise technique. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les deux. Et tu vois, par exemple, sur la progression des élèves, quand tu enseignes, tu sens qu'à un moment donné, il y a un blocage, mais qui n'est pas physique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de le faire, mais ils n'ont pas compris. Et juste, ils n'ont pas pigé. Ils n'ont pas pigé parce qu'ils n'en sont pas encore là. Du coup, par la parole, tu arrives à délier un truc technique. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et ça, je trouve ça génial dans les arts martiaux. Voilà, mais ça passe aussi par, oui, effectivement, le fait de beaucoup parler. Donc, nous, on n'a pas de nom spécifique. Ouais, c'est un peu. Je lis Yashima et il y a beaucoup d'articles avec le nom BAM, ça c'est ça, ça c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Le Oui, principe. il y a beaucoup. Oui, parce qu'effectivement, c'est très formalisé. Effectivement, je vois souvent ces choses-là où en japonais, alors, peut-être que c'est propre aux disciplines japonaises, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont c'est très formalisé. Il y a un nom pour la méditation, un nom pour la discussion, un nom pour l'échauffement, un nom pour non, nous on fait quoi. Mais Non, c'est mais en vrai fait, que c'est intéressant, mais à la fois c'est excluant quelque part, parce qu'en fait, c'est dire que c'est formalisé dans un code. Alors que certaines enlève écoles le naturel. le feront jamais, mais c'est formalisé dans un code. C'est-à-dire que ça laisse traîner l'idée que ça dépend pas du prof. Moi, je Tout à trouve fait. ça, voilà, je trouve ça peut, je pense que c'est une richesse, ça a sûrement ses avantages. Après, moi, je suis pas de cette culture, donc voilà. Mais ça a aussi un frein en disant, à force de vouloir mettre des noms à tout, au bout d'un moment, on est esclave de ces noms, de ces principes, et on peut plus rien créer. Bah ouais, on en revient alors très rapidement, très légère anecdote. Vas-y. J'avais tout à l'heure, je disais justement, on va avoir, tiens, ce blocage, il s'appelle Ulgulmaki. Alors, les gens disent c'est un blocage. Moi, j'essaye de me dire non, c'est une trajectoire, c'est un mouvement. On utilise telle partie du bras, mais c'est un principe, tu vois. Quand j'avais fait mon Kibon, une vidéo sur une petite proposition d'application de cette technique où c'était une frappe, je l'ai utilisé comme une frappe dans la gorge. Il y a quelqu'un en commentaire qui a tout de suite écrit, bah, du coup, c'est pas le Gulmaki, il m'a sorti un nom de technique. Parce que c'est telle partie avec telle trajectoire. C'est la même chose. En fait, c'est le même mouvement. C'est tout pareil. Qu'est-ce que ça change de changer le nom? On est en train de parler du même truc, tu vois? Alors, en quoi est-ce que ça remet toutes les applications en question? En rien. Je te mets une Et patate, et tu vas faire ton machin et Ulgulmaki, ouais, c'est ça. et on verra si Et c'est efficace. Et en fait, bref. Mais sinon, pour répondre à Marvin très rapidement, moi, c'est un petit peu comme Franck. Ça veut dire que alors moi, c'est pas formalisé et ça va dépendre de mon cours. Et parfois, au début du cours, déjà, on commence tous nos cours chez moi avec la méditation. Ça me vient de chez Nuno. Je l'ai pas toujours fait et c'est pas du tout propre au taekwondo. Ensuite, parfois, j'explique comment ils doivent faire, comment je leur propose de respirer, etc. Parfois, je dis rien. Et puis, parfois pendant le cours, je vais leur expliquer des principes, je vais leur expliquer l'histoire, parfois après le cours, parfois quand on va boire un verre.
parfois quand on me pose la question. C'est toujours très informel, mais oui, enfin, j'ai pas un cours qui se passe dans un silence total où on fait que pratiquer, voilà quoi. Après, moi, j'essaye j'ai mis en place une structuration par grade. Je me sers vraiment beaucoup des grades pour faire évoluer les gens et du coup, moi, je fonctionne beaucoup par principe. Pour évoluer sur un grade, il faut qu'ils aient compris les principes et pas les techniques. Et en fait, depuis que j'ai fait ça, j'ai remarqué que ça va beaucoup mieux, c'est plus naturel. Et puis après, en fait, en général, par exemple, l'histoire du taekwondo, je vais pas nécessairement en parler en début de saison ou je ne sais quoi. Je vais en parler si les personnes sont là depuis longtemps, si elles s'intéressent, si elles me posent des questions, et puis souvent, de manière très informelle, comme je disais, quand on va boire un verre, ou alors quand on tient un stand, un forum des assos, un truc comme ça, quoi. Voilà. Puis c'est bien de parler même de l'histoire de ton club, de l'histoire de ton histoire à toi. Mm. Ouais. C'est important qu'ils aient, parce qu'en fait, moi par exemple, j'ai des élèves qui aujourd'hui débarquent dans un club qui est structuré, où on a du matériel à la demande, où on a accès à des bouquins, on a accès à des vidéos, on a accès à des choses. Au tout début que moi j'ai commencé à apprendre les Dongomdo, c'était la galère totale, quoi. Enfin, on n'avait pas le droit de faire nos flyers propres, on n'avait pas le droit de faire notre com, on n'avait pas le droit de faire nos vêtements, on n'avait pas le droit de rien faire en fait. Et tout était compliqué. Pour passer une ceinture jaune, il fallait monter à Paris, ou il fallait organiser un truc à Lyon avec tout le sud. Enfin bref. Pour une ceinture jaune, quoi. Tu te Ouais, rends compte? et puis moi j'ai connu des gens qui se faisaient saquer sur une ceinture orange Ouais, parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Enfin, tu vois, ouais. les ceintures orange, mec, c'est la deuxième ceinture que tu passes. Enfin bref, peut-être un jour je ferai une vidéo qui parle de ça, mais j'ai pas envie de faire de la pub à des personnes que j'apprécie pas trop. Et bref, il a fallu en passer par pas mal d'épreuves pour arriver aujourd'hui à avoir cette simplicité et cette efficacité et ce collectif. Et c'est bien du coup par rapport à l'histoire, même plus que l'histoire intrinsèque de l'art martial. Cela, tu donnes un bouquin, c'est marqué dedans, enfin, tu l'as pas vécu. Donc, tu vois, le taekwondo, on nous force à Ouais. apprendre la création, les fédérations, les machins. Ouais, c'est. C'est réverbatif On au s'en fout. quotidien. Ouais, on s'en fout. Et par contre, l'histoire de ton club, la chronique de pourquoi aujourd'hui il y a ça pour vous, les gars, ça c'est important parce qu'un jour ils seront amenés à le transmettre en fait. Ils seront amenés à le... Peut-être, ouais. Après, c'est vrai que, comme tu disais, juste la fédération, tu vois, on nous demande effectivement en taekwondo de connaître pour les passages de grade des choses fédérales et administratives, en fait. Pas, c'est même, on parle même plus d'historique de la discipline, des choses Ouais, qui peuvent nous servir. Hein. C'est quasiment un cadre légal quoi. ouais, et c'est ça, très honnêtement, moi quand j'ai passé mon premier Dan, au début, j'avais jamais entendu parler de tous ces gens-là, ils ont rien fait, en fait, je veux dire, concrètement pour moi, ils ont rien fait, tu vois. Ils sont à la tête d'une fédé ou qui me propose rien en soi, tu vois. Enfin bref, On va faire voilà, une vidéo, les fédérations, bullshit. non, pas du tout, pas du tout. Je suis pas du tout anti-fédéral. Je suis pas du tout anti-fédéral. Mais voilà, en fait, moi je fonctionne, je licencie mon club, je licencie moi-même et mes élèves. Donc je suis un club de la Fédé, mais je participe à presque aucun événement simplement parce qu'il n'y en a pas, à part les compétitions, il y a peu de choses quoi. Et puis Et moi je fais. quand même tu voudrais l'organiser. Ouais, Et et maintenant souvent, je vais dire, il faut se souvent taper les stages techniques qui se font par la ligue, etc. Voilà, c'est toujours les mêmes experts, c'est toujours le même stage d'une année sur l'autre, voilà quoi. Puis tu Donc vois toujours moi, l'élite qui va arriver, là, les compétiteurs poussés qui vont arriver pour faire leur truc. Enfin, c'est pas et c'est vraiment. voilà, mais tout n'est pas du tout acheté, hein. Oui, Encore une fois un comme partout. débat très long, mais c'est vrai que voilà, c'est bien qu'il y ait une structuration, c'est plus facile et très honnêtement, c'est plus facile à Strasbourg pour avoir une salle, d'être affilié dans une fédération parce que ça fait que on la paye moins cher notre salle. Et puis c'est mieux quand tu demandes des subventions, etc. Et puis quand quelqu'un chez moi va passer un grade, ça va être un grade officiel, quoi. S'il change de club, c'est marqué dans son passeport sportif, il a son grade, tu vois. Comme ça, on pourra en Puis pour reparler. les assurances, ne serait-ce que pour les assurances. Ouais, c'est Exact, vrai que ouais, l'assurance, moi, me coûte plus cher en tant que non fédéral, l'assurance me coûte. tout à fait. Après, c'est le prix de la liberté, tu vois, Mm. pour moi. Ouais, Après, moi, je suis pas, tu vois, moi, j'ai créé une structure pour rassembler les clubs de Dongomdo qui sont ceux que je crée. Mm. En fait, c'est une fédération, c'est juste qu'elle n'est pas
qu'elle n'est pas labellisée, là, Reconnu par le ministère. reconnue ministère. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis pour le regroupement de moyens, de possibilités pour faire des événements, etc. Mais voilà. Après, on pourrait faire une vidéo entière sur les fédérations françaises par rapport aux fédérations d'autres pays qui fonctionnent autrement, de manière un peu moins compliquée. Je suis pas Mais assez calé là. le système franco-français fait qu'en France, en fait, il y a des fédérations qui sont reconnues par l'État, mais il y a un nom pour ça. Qui sont. Délégataire. Ouais, voilà. Fédération délégataire du ministère des Sports. En fait, du coup, le ministère des Sports transmet une partie de ses pouvoirs à ces fédérations-là. Et ce qui fait que du coup, les grades deviennent des monopoles d'État. Voilà, aujourd'hui, une ceinture noire de karaté, c'est un monopole d'État qui passe par la fédération de karaté. Ouais. C'est pareil pour le taekwondo, pareil pour pas mal de choses. Du coup, par exemple, aujourd'hui, si tu te mets à troisième dan de taekwondo parce que tu l'as passé en Belgique, tu peux pas mettre tes troisième dan de taekwondo en France. On peut porter plainte contre toi. Ouais. Et on peut porter plainte contre toi. Par contre, si tu mets que tu es troisième dan de la fédération mondiale, voilà. Tu mets des entre parenthèses, WTF ou autre chose. Donc ça, c'est un truc que les gens ne savent pas, mais parfois, il y a des gens qui mettent quatrième dan de telle fédération. Du coup, c'est pas le quatrième dan français ou machin, tu vois. Parce que, en fait, ça, sur papier, ils disent que c'est pour protéger les grades et pour assurer un certain standard. Donc, en soi, dans l'idée, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, prennent l'avion, ils vont passer un quatrième dan, ils reviennent, ils ont payé je sais pas combien, ils ont mangé un resto, ils sont revenus, tu vois. Ça, c'est pareil, après, en France, on est très doué pour protéger les professions. Tu vois, par exemple, la profession de coach maintenant, qui est très nouvelle. Coach, maintenant, tu as plein de formations, de certifications, etc. Machin. Ça va commencer à devenir un truc protégé. Il y a bien un truc où tu pourras, en fait, dès qu'il y a business, il y a protection, il y a machin, etc. Donc, pareil, dans les fédérations, après, tout n'est pas acheté. Il n'y a pas que des incapables, bien au contraire. Et voilà, mais par exemple, tu vois, comme le Kishinkai, par exemple, qui est un super exemple de ça, quoi. Les mecs, ils sont pas fédés, ils ont leur école, ils ont leur passeport, ils ont leur truc. Certainement qu'ils payent le même montant que moi sur l'assurance pour assurer leurs élèves. C'est de l'ordre de 800 balles par an, tu vois, pour 100 personnes, mais je pense que c'est même plus cher, du coup, si tu assures plus. Mais au moins, t'es libre, quoi, tu vois, t'es libre de faire ton truc. Après, les fédérations, la deuxième utilité, c'est le niveau compétition, pour pouvoir dire que tu fais un championnat de France, équipe de France, etc. Mais par exemple, tu prends l'Allemagne, ça se passe pas comme ça. L'Allemagne, n'importe qui peut ouvrir un dojang. Ouais. N'importe qui. Aux États-Unis, c'est pareil. Après, c'est des boîtes privées, etc. En Suisse aussi, je crois. Ouais, il n'y a pas les mêmes assurances et donc ils ne demandent pas les mêmes diplômes derrière. Et je pense que des diplômes, en fait, tu te déclares. Ils s'en foutent. Tu te déclares. Je crois qu'en Suisse. Pseudo-diplôme asiatique, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Je crois qu'en Suisse, ça n'existe même pas les diplômes d'enseignement dans les arts martiaux. Et tu peux tomber sur autant de charlatans qu'en France. Mais voilà, après, il y a des bons trucs sur les fédés, il y a des trucs qui vont pas. Voilà, on voit que la moitié des fédés sont toujours en procès, où il y a toujours des problèmes, il y a toujours des scandales qui sortent à un moment donné. Ouais. Moi, je trouve que plus la fédération a de pouvoir et de prérogatives, plus il y a de problèmes. Ouais. Plus elle a un rôle d'organisateur et de subvention, c'est-à-dire de récolter des sous et de les retransmettre. C'est un rôle simple, en fait. Récolter des sous, les transmettre pour organiser des compétitions, des stages, et réunir des clubs. Et c'est simple, ça reste sain. Oui, et puis c'est aussi le fait que dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu de pouvoir, il y a souvent, enfin, selon la personne, il va en abuser. Voilà, le fait que ce soit plus qu'un simple bureau administratif, la Fédé, ça fait qu'il y a effectivement des pouvoirs avec des influences, avec des captations de subventions, des choses comme ça. C'est ça. Après l'État français ne veut plus reconnaître les fédérations maintenant. C'est-à-dire que si demain tu veux monter une fédération d'autre chose, tu ne seras jamais reconnu parce qu'il y a aussi des subventions qui vont avec. Et l'État français ne veut pas donner de l'argent. Ce sera une association, oui. Non, en fait, ils te disent rejoins une fédération qui existe déjà. Ah oui. Ils sont pour le regroupement des pratiques. Effectivement, s'il y a 1000 arts martiaux en France, tu ne vas pas faire 1000 fédérations. Ouais, c'est normal. Hein. C'est normal. Mais bon, hop. Voilà, comme on pourrait faire une vidéo là-dessus. C'est ça, c'est un débat très long. Moi personnellement, je suis affilié. Il y a pas tout qui est acheté. Personnellement, j'ai fait un DIF et un CQP, donc des formations des diplômes de prof. Les formateurs étaient très bien. Oui, après tu apprends plein de choses là-dedans. Pour le volet formation, c'est bien. Pour le volet formation, c'est très intéressant. Après, ça va dépendre des formateurs. Moi personnellement, j'ai eu des formateurs qui étaient bien et après, c'est clair qu'il va y avoir une politique qui souvent
est trop tourné sur un aspect sportif. Mmh. Et c'est ça le problème pour moi. C'est-à-dire que on va penser à un pourcentage de compétiteurs uniquement alors que, tu vois, on va penser compétition, alors que je crois que les compétiteurs, c'est 3% des licenciés. Tout le reste, c'est des pratiquants loisirs, On entre en avait déjà guillemets. parlé, je Donc, crois, la dernière fois. voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis un pratiquant loisir, alors que j'en fais beaucoup. Mais Ouais, c'est pas grave. Mais t'amuses les enfants. c'est ça. Et en fait, quand tu fais une formation de prof, on te dit, t'as pas besoin d'être un super pratiquant, t'as pas besoin de t'entraîner beaucoup, tu peux être un bon prof, t'as pas besoin de pratiquer, tu peux enseigner. Et ça, ouais, parce que le message derrière, c'est ouvre une structure, Oui, prends bon, des élèves et à tout, fond. Mais c'est et pareil, après, licencie tous ces gens. c'est pareil, c'est toujours la même logique de dire, si on va même plus, si on prend encore plus de recul, c'est de dire on va faire ce qui marche plutôt que d'essayer d'imposer quelque chose. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche? C'est la fédération sportive, on fait du sport, comme ça on est reconnu, on est connu, on fait de la pub, parce que le sport, c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a le sponsoring, c'est là où il y a la reconnaissance par l'État, par les gens, par le truc. Plutôt que de se dire, putain, et on va faire un truc tradit, enfin tradit, dans le bon sens du terme, tradit, c'est un mot tiroir. On va faire un truc, on va imposer un nouveau style, voilà. Si on faisait une fédération qui avait pour but que d'instaurer un art martial, une pratique bienveillante pour former les gens à être mieux dans leur vie, peut-être que si on avait une com qui serait adaptée à ça, que pour ça, pas pour le sport, peut-être que ça marcherait. Mais faire le truc Après, qui bon, marche, quoi. je pense qu'on peut, en réfléchissant, on pourrait trouver un moyen en tant que fédération pour arts martiaux de rester, comment dire, d'avoir les pieds sur terre et de se dire, bon, effectivement, l'aspect sportif, financier, etc., il existe et il faut le gérer. Il faut le faire bien, il faut former les gens, faut mettre des diplômes, des formations de diplômantes en place et tout. Mais je pense que avec tout ça, on peut quand même réussir à garder un esprit propre aux arts martiaux, vecteur de valeurs et de plein de choses comme ça, et rester éthique comme, Et puis je trouve comme qu'on est disait un peu trop Marcus tout à l'heure. fermé sur le principe compétition, on est un peu trop réduit à ça. Ouais, Compétition, on parle que de ça. moi je pense qu'on peut trouver aussi un autre moyen, d'autres types d'événements qui mettent en valeur les arts martiaux. Ouais. Par exemple, il y avait un truc qui se faisait avant, c'était à l'époque c'était, il me semble que, comment il s'appelle déjà? C'était l'ancien metteur en scène, Stéphane Lanière, je crois. Ou c'était je sais plus qui, je crois que c'était un des organisateurs, mais il y avait à l'époque le salon des arts martiaux, je crois, à Paris, un truc comme ça. Ouais, c'est des événements comme ça manque Des conventions, des choses simples ou des l'événementiel, quoi. des stages immenses, des choses qui font des démonstrations, des machins. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça de nos jours, c'est entre guillemets du privé. C'est-à-dire que c'est des gens comme nous qui les organisent. C'est pas du Ouais. tout fédéral. C'est du Tout à privé, fait. c'est dommage parce qu'avec les moyens qu'a la fédération en sa Bah possession, ouais. qui capte pour des intérêts privés souvent, ou qui redistribue que pour la compétition, Mhm. avec ces moyens-là, tu pourrais faire vachement plus connaître et atteindre les fameux 100 000 licenciés qui veulent à tout prix avoir. Là. Désolé, Jamais de la vie. Marvin, du coup, on part taekwondo et Non, fédération. non, il n'y a pas de souci. Et atteindre ces licenciés-là plutôt que de dire, regardez, on fait de la compète, on fait de la compète, et vu la tronche des compétitions, excuse-moi, mais les Jeux Olympiques, ça fait parler personne, quoi. Les mecs qui sont là avec la jambe en l'air devant, là, en cut, Ah, ou il y en je a, sais pas non, quoi. mais voilà, il y en a, oui, les cuts, mais il y en a que ça intéresse, tu vois, et moi, je suis pas, voilà, je suis pas, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, et d'ailleurs, avant que mon PC plante il y a quelque temps, je venais de tourner une vidéo, justement, où je traitais un petit peu tous ces sujets de la différence entre un sport et un art martial, en fait. C'est ma vidéo en montage actuellement, et je parle de Natation. différentes choses. Et en fait, c'est pas, comment dire, j'irai pas jusqu'à dire que ce qu'ils font c'est moins bien ou voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut en fait, hein, tant qu'ils prennent du plaisir, c'est ça l'essentiel. Mais c'est juste que il faut pas une fédération se concentre juste sur une partie de ses licenciés. Ils doivent se concentrer sur tous leurs licenciés. Oui, ouais, totalement raison. Et on est déjà à quasiment 2 heures là, les gars, je crois. Ouais, il faut que je m'arrête là. J'ai eu une Je me idée, fais harceler. On va avant de conclure. couper, une On va idée conclure. T'as parlé, vas-y. une idée. Est-ce que ça vous dit qu'on propose un livre à la fin? Juste aux gens, un livre ou une référence, un film à voir. Chacun propose un média Ah, à réfléchir pour la prochaine fois, à la limite, sinon. Mais c'est vrai ouais, qu'en discutant, je me suis dit, en fait, vous ouais. parlez de références, etc. Ça pourrait être intéressant qu'à la fin de les vidéos, on balance une référence. Ouais, pour savoir un petit peu d'où vient notre Soit votre discipline ou réflexion. quelque chose qui vous a inspiré pour mieux vous connaître. Tu vois, ça peut être un livre qui t'a plu, un film qui t'a marqué.
C'est une idée comme ça à réfléchir pour la prochaine fois. Je sais pas ce que vous en pensez, ça m'a traversé l'esprit. Maintenant, hein. Moi, je balance une référence. Il faut lire Le Clan des Autori. Excellent livre. Enfin, excellente saga. Tous, mais moi j'ai commencé par le dernier, Le Fil du Destin, qui raconte, c'est en préquel en fait. Mhm. Comme il est écrit à la fin en dernier, il est vraiment bien écrit, bien mieux que le premier par exemple, que j'ai lu après, que j'ai trouvé plus faible au niveau écriture. Mais voilà, je l'avais lu, en fait, je lis pas de livre d'habitude, et là j'ai lu ce livre-là parce qu'il m'a capté tout de suite. Et on voit beaucoup d'esprit chevaleresque à l'intérieur, beaucoup de cet esprit-là. Pas forcément asiatique en plus, parce que c'est des ressorts qu'on trouve aussi dans les cycles arthuriens, ce genre de choses. Donc voilà, c'est Le Clan des Autori, allez-y si vous ne connaissez pas, c'est super. J'ai pas mal Ian Moi, je connais Hearn, pas. je crois, de tête, c'est ça? Ian Hearn, c'est ça, un Australien. Ok. Voilà. Ben, ou j'y vais? Vas-y. Vas-y. Moi, du coup, je vais faire quelque chose d'un peu plus académique, mais par rapport à tout ce que vous avez dit, ça m'a vraiment fait penser à ce livre. Tac, il est là. De Yves Cadeau, en fait, qui a traduit, qui a commenté Jigoro Kano, on le voit pas bien, voilà, du judo et de sa valeur éducative comme pédagogique. C'est ce qui a posé la base en fait du judo avant que ça arrive, et qui a pour moi posé la base en fait de tous les arts martiaux modernes, la façon dont on les pratique, la façon éducative, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est un livre qui est hyper intéressant. Voilà, je pense que ça peut intéresser n'importe quel pratiquant d'une discipline moderne. C'est intéressant. Et puis pour ceux qui s'intéressent au japonais, il y a même le texte en japonais à la fin. Donc voilà, s'il y en a qui ont envie, il faut être motivé. Mais tu le trouves partout, il faut le commander Moi, je crois que je l'avais commandé sur la Fnac de tête, mais je pense qu'on doit pouvoir le trouver assez facilement. Alors moi, du coup, je l'ai pris parce que j'ai la bibliothèque juste à côté de moi. C'est L'Esprit martial. Je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, en fait, alors moi, je me suis mis à lire très tard, même en termes d'arts martiaux. Ça fait vraiment peu de temps que je lis. Et en fait, celui-là, je l'ai beaucoup apprécié parce que on y retrouve des choses vraiment. En fait, tout est dans le titre. L'esprit martial, vraiment, on y retrouve des choses pour lesquelles on vient vers les arts martiaux. Et c'est un Japonais qui a écrit ça. C'est un maître de karaté, il me semble. Et, et même c'est super intéressant parce qu'à chaque fois que vous lisez une nouvelle chose là-dedans, vous dites, c'est vrai, à chaque fois vous dites, il va parler de profil de personnes, de profil de personnalité, de type de personnalité, de choses comme ça, de comment renforcer son mental, de plein de choses. Et en fait, à chaque fois quand il parlait d'un type de personnalité ou de ce genre de choses, à chaque fois j'arrivais à mettre en lien quelqu'un que je connaissais dans mon entourage. Et, et je trouvais ça fou en fait, parce que je trouve ça incroyable de parler si précisément de choses qui sont en fait simplement des principes généraux. Et pourtant, il était vraiment très intéressant. Et ça parle aussi de leadership et de plein de choses, ça traite plein de sujets, et j'ai beaucoup aimé. Par contre, à la fin, personnellement, à la fin, j'ai trouvé ça un petit peu difficile parce que ça prend un trait un petit peu... ça tend vers la religion justement, vers le bouddhisme, etc. Et ça devient. Alors c'est pas, il essaye pas d'imposer son truc, mais ça devient plus lourd à lire. C'est moins fluide, quoi. D'accord. Mais merci, je connaissais pas du tout. Enfin, je l'ai Très pas. intéressant. Je l'ai de Tabata, j'ai vu, et j'ai vu le nom du. Ouais, Tabata, Kazumi, je crois. Kazumi Tabata. Ouais, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu dans un livre, mais justement pas du tout en rapport avec les arts martiaux, mais plus avec le leadership. Donc, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler autant de certains principes de la vie de tous les jours, de plein de choses, ou alors, je crois qu'au début du livre, si je me souviens bien, ça parle vraiment plus de choses concrètes. C'est-à-dire, en combat, pensez à tel appui, pensez à ci, pensez à ça, lire l'intention. Au début, c'est des choses très très concrètes, et puis après, on tourne vers des principes, et puis c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'irai lire ça. Je vous conseille aussi le dernier livre de Julien Boucher. Julien Boucher, il a mis un livre. Les maîtres de citation, c'est ça? Non, il vient de. Ah non, il a mis un, oui. Déjà les citations de maître. Et ensuite, oui, il vient d'en mettre un sur sa boutique. Il vient de traduire un livre, en fait, de Kosaku Yokota, si je ne me trompe pas sur le nom, je vais me faire taper si je me suis planté, qui avait écrit Les mythes du karaté Shotokan, et qui vient de sortir donc un nouveau livre, mais que j'ai pas encore lu. Mais
ça ne saurait tarder. Je pense qu'il faut aller voir sa boutique de toute façon. Il a sa boutique là, Ronin Martial boutique, je pense. Je crois Ronin boutique. Oui, Enfin bref, on mettra les liens s'il faut. Et puis voilà. Et moi, je vais faire la pub pour des collègues aussi. Là, il y a il y a plein de vieux livres aussi. Ouais. ce livre-là, La Corée du Sud, le pays du matin calme. C'est un livre de François Picard, qui est une personne qui réalise des documentaires en fait, qui est parti en Corée il y a quelques années, 1 ou 2 ans. Il a fait un super documentaire, et notamment dans ce documentaire qui s'appelait Le chemin des anciens, enfin sur le chemin des anciens, il y avait un forgeron de sabre typiquement coréen qui a passé sa vie à ressusciter une technique de forge coréenne. Et aussi un documentaire, enfin toute une phase avec Maître Han, donc Maître Han qui est responsable européen. Je sais pas si Ouais, je ok. peux dire que c'est mon maître. Je sais pas s'il est d'accord, mais un jour il m'a appelé my student, donc je vais dire que c'est mon maître. Voilà. Et donc du coup voilà. Et voilà, c'est super intéressant, super documentaire et super bouquin. Je crois qu'il est trouvable sur internet. Super, bah, merci, ça donne des Il y a pistes aussi de le livre de lecture. Maître Han qu'il a écrit, mais celui-là, en fait, il n'est pas accessible aux non-pratiquants des Dongomdo européens. Enfin, non-européens. Voilà, c'est un livre qu'il a écrit uniquement pour les pratiquants européens de Dongomdo. C'est un très très beau livre avec de très très belles illustrations, voilà, des photos assez poussées sur l'histoire du Dongomdo en France, sur les sabres aussi. Faudrait que je fasse une vidéo sur les sabres, parce que normalement on ne montre pas trop nos sabres sur internet, mais du coup c'est la fin de cette deuxième discussion martiale. Merci beaucoup Marvin, merci beaucoup Ben, merci à Julien. Merci à toi. Même s'il n'est pas là, il est là avec nous, dans notre Voilà. Il est dans les commentaires. Ouais. Merci pour l'invitation, merci pour le moment, et puis surtout passez de bonnes fêtes. Je ne sais pas quand la vidéo sera publiée. Ouais, avant les fêtes, je pense. Donc Avant les fêtes. bonnes fêtes, Super. et puis à bientôt. Et puis À bientôt, ciao. Merci beaucoup. voilà. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Julien déjà là, l'esprit, le cœur pacifique? Enfin, je sais plus ce qu'il dit. Esprit guerrier et cœur. L'esprit guerrier, le cœur pacifique. Guerrier et cœur pacifique. Bah, Moi, je dirais, on va finir là-dessus. telle est la voie. Telle est la voie. Allez, à voir. C'est le credo.